Alors, Bonjour. bienvenue à tous pour l'ouverture de cet atelier de territorialisation qui a pour thématique comment attirer et fidéliser les jeunes générations dans la fonction publique. Alors, on vous a mis le lien juste en dessous du support technique, cléo.labé@sia-partners.com. Si vous rencontrez la moindre difficulté pendant ce webinaire, n'hésitez pas à la contacter. On vous informe également que ce webinaire va être enregistré et donc qui sera disponible en replay à l'issue de cet événement. Et je vous propose sans plus attendre de commencer avec une vidéo de Nathalie Green, qui est sous-directrice générale de l'administration de la fonction publique, qui va donc introduire ce webinaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous pour introduire ce second atelier de la territorialisation RH, qui fait suite plus globalement à une série d'ateliers intitulés les ateliers de la transformation RH, donc qui ont été menés en 2020 et 2021 au niveau national, mais aussi au niveau régional. Je salue les équipes des PFRH de Bretagne, Normandie et des Pays de la Loire qui ont immédiatement répondu présentes quand nous avons initié ce nouveau cycle d'ateliers régionaux et qui se sont fortement mobilisés ces dernières semaines pour organiser cet événement. Vous le savez, la DGAFP est à la fois DRH de l'État et l'animatrice du dialogue en matière de ressources humaines entre les trois versants de la fonction publique. Donc pour mener à bien ces missions, nous veillons à articuler la mise en œuvre des politiques de transformation RH à l'échelle nationale et leur déclinaison au niveau local. Nous nous appuyons pour cela sur le réseau des plateformes régionales d'appui interministériel RH, qu'on appelle donc les PFRH, qui assurent un rôle de pilotage, d'animation, d'accompagnement des services dans les territoires. Les PFRH sont notamment un acteur clé de la déclinaison en région de la stratégie territoriale RH de l'État, qui est portée par la DGAFP et qui a été élaborée avec leur concours en 2021 afin de répondre à la nécessité d'incarner de manière plus soutenue les politiques RH de l'État dans les territoires. Chaque région doit désormais décliner d'ici la fin de l'année 2022 cette stratégie territoriale RH sous forme d'une feuille de route régionale RH. Il s'agit notamment de valoriser les territoires, les métiers en déficit d'attractivité et de favoriser les mobilités et la formation professionnelle pour répondre tant aux besoins des services publics et des usagers que aux besoins des agents publics. À cet égard, l'emploi public doit être considéré comme une politique publique à part entière et non seulement comme relevant d'une fonction support. Très concrètement, il s'agit d'accompagner la transformation des pratiques de gestion de ressources humaines en construisant une véritable stratégie RH au niveau local. Alors, on a reçu des premières feuilles de route. Elles vont être finalisées dans toutes les régions d'ici la fin de l'année 2022. C'est des feuilles de route qui comprendront à la fois des actions relatives à la traduction, donc des grandes orientations nationales prioritaires en matière RH, mais il y aura aussi des actions qui répondent à des enjeux propres à chaque territoire. Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu l'occasion de participer aux précédents ateliers de la transformation RH, puisque je le rappelle, on avait initié un cycle d'ateliers en 2020, et à travers ce cycle d'ateliers, on souhaite encourager l'échange entre professionnels des RH, mais aussi l'ouverture sur des pratiques d'autres professionnels, issus des différents versants de la fonction publique, en centrale comme dans les territoires ou dans le secteur privé. Nous avons choisi avec les PFRH d'axer le cycle 2022 des ateliers sur des thématiques clés, en lien avec les grands enjeux de la stratégie RH territoriale, que sont l'attractivité de la fonction publique, la mobilité fonctionnelle dans les bassins de vie, le renforcement de la professionnalisation des agents publics, qui passe par un renforcement de la stratégie de formation continue, et enfin, quatrième axe, l'accompagnement des transformations et des organisations de travail, notamment avec tout l'effet du télétravail. Aujourd'hui, nous explorerons donc le thème de l'attractivité avec un focus sur la fidélisation des jeunes générations dans l'administration. Parce que, vous le savez, depuis plusieurs années, on a une attractivité de la fonction publique qui a diminué en raison de la conjonction de plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer une moindre appétence des nouvelles générations pour les carrières, mais aussi, il faut le relever, une difficulté d'accès à la fonction publique en raison du caractère sélectif de certains concours et en raison d'un insuffisant accès globalement à l'information sur les voies d'études à privilégier pour entrer dans la fonction publique. Il y a aussi parmi les facteurs de baisse d'attractivité les écarts de niveau de rémunération par rapport au secteur privé pour certaines catégories de fonctionnaires
Et enfin, il y a l'absence de discours unifié pendant un certain temps de l'État en tant qu'employeur, dans un contexte où il y a eu pendant un certain nombre d'années des réductions de postes, notamment en administration centrale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut combattre cette impression dans l'opinion publique que l'État ne recrute pas, bien au contraire. On a un contexte particulier des différentes crises sanitaires, sociales et internationales qui a mis en lumière l'importance du service public pour garantir la cohésion nationale. Ceci s'explique par un triple effet qui est désormais bien connu. Il y a eu une réduction des opportunités d'emploi dans le secteur privé. Il y a eu aussi une valorisation de l'engagement, de l'emploi dans la fonction publique et de la stabilité des parcours. Et enfin, la grande diversité des parcours qui sont offerts dans la fonction publique attire. Donc le renforcement de l'attractivité des emplois publics est un enjeu majeur à laquelle nous réfléchissons tous, qui mobilise la DGAFP depuis plusieurs mois. Et nous cherchons à attirer de jeunes candidats vers les emplois publics. Il faut savoir, l'État recrute environ 40 000 fonctionnaires par concours chaque année. Ce qu'on observe depuis le milieu des années 90, c'est que le nombre de candidats participant à ces concours est en baisse, avec un nombre moyen de candidats pour un poste offert qui est passé de 16 en 1997 à 6 aujourd'hui. Donc afin de relever le défi, l'amélioration de la fonction recrutement dans la fonction publique est une priorité depuis la loi Transformation de la fonction publique du 6 août 2019. C'est une loi qui a introduit des changements majeurs concernant le recrutement, par le développement par exemple du recours au recrutement par les contrats. Et il y a eu également tout un travail de simplification du processus de recrutement. Donc avec un plan d'action interministériel pour la transformation de cette fonction de recrutement qui a été lancé en janvier 2020. Plusieurs actions ont été menées pour renforcer la gestion stratégique des recrutements. Une réflexion et des travaux sur l'image de l'État employeur ont été menés tout au long de l'année 2020 et 2021 dans le cadre de la loi Transformation de la fonction publique du 6 août 2019, notamment pour renforcer la gestion stratégique des recrutements dans la fonction publique. Ces travaux ont abouti à l'élaboration d'une stratégie de marque employeur de l'État, puis à un socle identitaire commun porté par la marque employeur Choisir le service public, qui est une plateforme de marque, mais aussi une identité de cette marque. Une campagne de communication interministérielle pour le lancement de cette marque a été menée et elle sera suivie d'un déploiement de la marque dans les outils de communication ministériels et elle sera suivie aussi du lancement d'une campagne de communication mass-média interministérielle en 2023. Il s'agira aussi de faire vivre la marque de manière pérenne via un comité interministériel dédié. De plus, le site Place de l'emploi public, qui a vocation à devenir choisirleservicepublic.gouv.fr dans les prochains mois, et seul site sur lequel est publié l'ensemble des emplois vacants de la fonction publique, il s'est enrichi en 2022 de nouvelles rubriques, afin de mettre en visibilité les différents employeurs, avec la création de pages employeurs, et mettre en visibilité aussi les métiers de la fonction publique, avec la création de pages métiers. C'est un site qui comprend désormais également des rubriques actualités sur les sujets de mobilité, sur les sujets de recrutement et qui devrait aussi s'enrichir d'espaces de présentation des territoires régionaux. Des actions complémentaires visant à renforcer l'attractivité des jeunes générations peuvent être aussi évoquées. Il s'agit notamment de poursuivre le développement du plan talent du service public avec les cordées du service public, le concours talent, les pré-talents, les bourses talents, mais aussi le tutorat, et de renforcer l'insertion professionnelle des jeunes dans la fonction publique via le développement de l'apprentissage et des stages. Donc à titre illustratif, vous le savez sans doute, la circulaire du 6 juillet 2022 qui a lancé la campagne de recrutement des apprentis sur l'année 2022-2023, le ministre de la Transformation et de la fonction publique a fixé un objectif. Recruter 17 000 nouveaux apprentis pour la période 2022-2023 dans la fonction publique de l'État, dont au moins 6% en situation de handicap. Pour conclure, j'ai hâte de prendre connaissance des exemples de bonnes pratiques et des propositions de réponses que vous allez apporter face aux nombreux enjeux qui sont posés par cette problématique de l'attractivité pour les jeunes générations. Vos échanges et réflexions nourriront plus largement tous les travaux au service de l'attractivité dans les 3 versants de la fonction publique. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite un excellent atelier. Alors, nous venons d'entendre Nathalie Green
pour ouvrir cette conférence qui a donc partagé de premières pistes de réflexion sur les raisons du déficit d'attractivité de la fonction publique auprès des jeunes et qui a insisté sur la priorité qui devait être donnée donc, au recrutement au sein de la fonction publique. Nous écouterons ensuite Régine Cochran-Gelin, directrice de mission et executive coach au sein de YouSide, qui nous partagera un éclairage et une prise de recul sur les jeunes, leurs caractéristiques et leurs priorités. Nous écouterons ensuite un premier témoignage d'une jeune femme qui s'interroge sur la possibilité de rentrer dans la fonction publique. Nous écouterons ensuite Colin Degoutte, directeur des ressources humaines au sein de la communauté d'agglomération de Lisieux en Normandie, qui nous fera un retour d'expérience sur une approche innovante en matière de recrutement. Nous poursuivrons ensuite avec le témoignage de plusieurs jeunes qui ont récemment rejoint la fonction publique et qui nous partageront les raisons pour lesquelles ils ont rejoint la fonction publique et également les éléments qui les engageraient à rester au sein de la fonction publique sur le long terme. Et enfin, nous aurons un temps de travaux en sous-groupe où nous pourrons partager de bonnes pratiques entre pairs sur les enjeux et les actions que vous mettez en place aujourd'hui dans vos organisations pour répondre à ces enjeux d'attractivité de la fonction publique auprès des jeunes. Et la conclusion sera ensuite portée à 3 voix par les directeurs des 3 PFRH, Bretagne, Normandie et Pays de Loire. Je laisse maintenant la parole à Régine Cochran-Gelin, comme je vous l'annonçais à l'instant, directrice de mission et executive coach, qui va donc nous parler des jeunes et de leurs attentes aujourd'hui. Merci infiniment. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur d'être avec vous ce matin. Je vais vous parler en fait d'un sujet que vous connaissez, parce que j'imagine que vous connaissez dans votre entourage des jeunes, vous avez bien perçu leur rapport particulier au travail. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'espère que ça va se reproduire. Donc, ce que je vous disais simplement, c'est que j'imagine que voilà, vous connaissez et vous avez déjà observé finalement les spécificités de cette génération. Donc moi, je vais essayer simplement de faire un résumé des grandes caractéristiques des relations de cette jeunesse avec le travail. La première chose que j'aimerais dire, c'est d'abord que je m'intéresse à la tranche d'âge 18-24 ans. C'est cette tranche d'âge que nous appellerons dans mon propos les jeunes. Premier élément, cette jeunesse a, comme le disait Nathalie Green, été confrontée à de très nombreuses crises qu'il ne faut pas sous-estimer. Bien sûr, la crise sanitaire, mais avant cette crise sanitaire, il y a eu les attentats qui les ont très fortement marqués et traumatisés, les crises sociales, les gilets jaunes, les retraites, la crise sanitaire bien sûr, la crise écologique et l'éco-anxiété qui fait partie de leur environnement, sans parler bien sûr des crises internationales et géopolitiques. Donc, c'est une génération qui a une certaine fragilité psychologique. Le deuxième élément, c'est que cette génération a vu ses parents, notamment pour ceux qui ont des parents qui travaillent dans le secteur privé, ils ont vu leurs parents se faire licencier alors que leurs parents étaient extrêmement fortement investis dans leur travail. Ils ont vu leurs parents subir ce que l'on appelle en sociologie des ruptures de fidélité. Des parents très investis, très fidèles dans leur emploi et qui finalement, du jour au lendemain, sont remerciés. Ils ont aussi vu dans leur entourage des adultes vivre des burn-out et se brûler au travail. Et ça, ce n'est pas sans conséquence sur leur rapport au travail. Donc, peut-être 3 grands éléments concernant les caractéristiques de cette jeunesse et leur rapport au travail. La première chose évidente, je pense, pour vous, c'est la place qu'ils accordent à leur travail dans leur vie. Il y a une véritable distanciation qu'ils prennent par rapport au travail. Pour eux, cette dimension sacrificielle
se sacrifier pour son travail, se brûler au travail n'est plus du tout aujourd'hui une évidence. On peut d'ailleurs peut-être s'en réjouir. Euh, Aujourd'hui, ce qu'ils recherchent en priorité, c'est d'avoir un équilibre de vie entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et ce qui est aussi une conséquence de cette distanciation par rapport au travail, c'est une certaine relativisation. Euh, Ok, très bien, je n'arrive pas complètement à trouver ce que je recherche dans mon travail, eh bien, c'est pas grave, je vais changer d'entreprise, aller ailleurs pour pouvoir essayer de le trouver. Donc, cette relativisation fait qu'il y a un engagement qui est un engagement finalement moins long pour l'entreprise. Même si ils sont très nombreux, d'après une étude menée par la Fondation Jean Jaurès et qui a été publiée très récemment et que je pourrais vous partager, on voit quand même que cette jeunesse a envie de sécurité. Mais par contre, elle a envie de sécurité, mais si elle ne trouve pas ce qu'elle recherche dans son milieu de travail, elle est prête à partir, à zapper, à aller ailleurs et donc à moins s'engager dans cette logique de carrière que l'on pouvait voir pour les générations précédentes. Euh, le deuxième élément qui est corollaire de celui-là, c'est que cette jeunesse est en recherche dans son travail d'épanouissement. Quand on interroge les jeunes sur leurs attentes vis-à-vis du monde du travail, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis des secteurs publics, ce qu'ils disent en premier lieu, c'est le mot épanouissement. Et c'est un épanouissement dans son travail. Et par exemple, quand on leur demande de dresser le portrait du manager idéal, ce qu'ils disent, c'est le manager idéal, c'est celui qui crée un environnement de travail épanouissant. Donc l'épanouissement, pour eux, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et donc, leur travail doit contribuer à leur bonheur et à leur bien-être. Comment est-ce que ça se concrétise, cet épanouissement? D'abord, ils ont besoin, envie d'apprendre, de toujours apprendre pendant l'entièreté de leur carrière. Dans l'enquête que je vous mentionnais de la Fondation Jean Jaurès, il y a 6 jeunes sur 10 qui disent « Je veux apprendre pendant l'entièreté de ma carrière ». Donc, évidemment, les entreprises que je côtoie dans mon quotidien qui proposent des parcours de carrière dans lesquels tous les 3 ans, il y a une mobilité qui est proposée, sont évidemment privilégiés par ces jeunes. Parce que ils ont la possibilité effectivement d'apprendre de nouveaux métiers. Et dans ces entreprises, hein, là je vous partage l'exemple d'un grand groupe du CAC 40. Dans l'entreprise à laquelle je pense, ces parcours ne sont pas simplement des parcours ascendants. Il ne s'agit pas simplement d'avoir de plus en plus de responsabilités, mais ça peut être de passer dans un métier totalement différent. Un ingénieur chimiste qui devient responsable RH de proximité. La deuxième chose dans l'épanouissement, c'est la capacité à participer au débat. Ces jeunes ont envie de s'impliquer dans le destin de leur organisation, de leur entreprise, et donc être en capacité de pouvoir faire bouger les lignes. Donc les entreprises qui permettent cette participation sont également privilégiées. Dans mon expérience, il y a notamment ces entreprises qui proposent ce qu'on appelle des shadow comex. Donc ce sont des comités de direction bis constitués de jeunes. C'est exactement ce que l'on voit dans la vie publique, avec dans les mairies, par exemple, des conseils municipaux de jeunes. L'idée, c'est des jeunes qui sont réunis, à qui on confie des projets stratégiques et qui sont attendus sur la délivrance de ces projets stratégiques. L'autre chose pour eux qui est extrêmement importante en termes d'épanouissement, c'est l'autonomie. Donc, c'est pouvoir être sûr qu'on leur fait confiance, qu'on leur donne des responsabilités. Et pour eux, la valeur principale qu'ils mentionnent, c'est la valeur respect.
C'est, la reconnaissance également, de leur travail et reconnaissance jusqu'à, des retours positifs sur leur travail ou même des retours de développement, mais des retours sur le travail et ça, on sait bien que c'est quelque chose qui pour eux, est extrêmement, extrêmement importante et l'autre élément sur l'épanouissement, c'est aussi un élément physique. Ils ont besoin, en plus du télétravail, qu'ils privilégient bien sûr, mais en plus du télétravail, ils ont besoin, quand ils se retrouvent dans une organisation, sur leur lieu de travail, d'avoir une certaine intimité et que leur intimité soit garantie. Donc bizarrement, cette jeunesse n'est pas très, très à l'aise dans les nouveaux lieux de travail, type, open space, bureaux partagés et cetera. Ils ont besoin d'avoir, ce lieu intime de travail. Donc ça, c'est la première, la 2e grande tendance, hein, que je voulais signaler. Après leur rapport au travail, et la place du travail dans leur vie, l'épanouissement et puis le troisième élément que j'aimerais, sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est la quête de sens. La quête de sens, c'est vraiment l'un des premiers éléments qui est, mentionné, par les jeunes quand on les interroge sur finalement quel est leur critère de choix pour un emploi. Pour, ce qu'ils mentionnent, c'est la passion. La passion et la passion, heu, c'est quelque chose qu'ils mentionnent beaucoup plus que les parents. Il y a, une enquête, d'ILAB qui a été faite en comparant cette génération avec leurs parents. À 42 les jeunes disent: «Le premier critère de choix pour un job, c'est la passion» et les parents, disent à 33 c'est la passion. Donc on voit bien que c'est vraiment quelque chose qui pour eux est particulièrement important. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils n'accepteraient pas, un emploi si cet emploi n'avait pas de sens pour eux. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement recherché. Alors ça ne veut pas dire que, le salaire ne compte pas. Bien sûr, le salaire, c'est, ce qui arrive en premier dans le choix professionnel, mais le sens est aussi, extrêmement important. Par exemple, le sens, c'est le premier critère de choix chez les diplômés des grandes écoles. Ça passe avant, le salaire et de très, très loin. Heu, L'autre élément, autour du sens, c'est, ils ont besoin que leur lieu de travail, leur organisation de travail, leur entreprise, s'engage vis-à-vis de la société et s'engage notamment en faveur de l'environnement. Et pour eux, l'engagement, c'est une absolue cohérence entre le dire et le faire. Une absolue cohérence entre les déclarations, les intentions, les plaidoyers et les actions concrètes qu'ils peuvent observer dans la vie quotidienne, dans leur vie professionnelle quotidienne. Ils donnent par exemple, ils donnent en exemple, hein, dans cette étude de la Fondation Jean Jaurès, ils donnent en exemple le choix des fournisseurs. Si une entreprise se dit, engagée dans tous les sujets de développement durable, pour eux, c'est absolument essentiel que les fournisseurs avec lesquels, l'organisation ou l'entreprise travaille, soient absolument, irréprochables. C'est aussi, l'engagement auprès d'associations. C'est aussi, la part du chiffre d'affaires que l'entreprise est prête à consacrer à de grandes causes. Tout ça, ce sont des choses qu'ils regardent avec une grande attention et sans doute sur laquelle vous, en tant que fonction publique, vous avez un avantage énorme. La quête de sens chez vous, c'est, évidemment, quelque chose qu'ils trouveront. Ils ont aussi besoin, d'avoir une cohérence très forte entre les valeurs qui sont prônées par l'entreprise et leur expérience, personnelle et quotidienne. Heu, une valeur, par exemple, qui peut être prônée dans beaucoup d'organisations et d'entreprises, c'est la solidarité.
Eh bien, s'il y a un défaut de solidarité, s'ils s'aperçoivent que dans leur quotidien, quand ils ont une difficulté, ils ne sont pas épaulés, ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas accompagnés, ça peut provoquer pour eux une décision de s'en aller, de partir, de zapper, d'aller ailleurs. Donc, vraiment, cette grande cohérence entre le dire et le faire. Ils y tiennent effectivement énormément. Et on voit que ce sont aussi des jeunes, peut-être de manière surprenante, mais des jeunes qui sont aussi attachés à la proximité. Et ça fait aussi partie du sens. C'est à la fois la proximité dans le collectif qui sera autour d'eux. Donc, le télétravail, ils sont évidemment très, pour eux, c'est fondamental. Et c'est d'ailleurs une question, l'une des premières questions qu'ils posent quand ils sont en entretien. Quelle est votre politique de télétravail? Mais le tout télétravail, ça leur plaît pas. Ils ont besoin aussi de pouvoir se retrouver dans l'entreprise et de se retrouver en collectif pour pouvoir bénéficier de la solidarité d'un corps social, de l'intelligence collective, etc. Heu et puis la proximité, c'est aussi une proximité, dans le choix des organismes dans lesquels ils souhaitent travailler. Ils préfèrent travailler, heu en majorité pour des entreprises qu'ils décrivent comme des entreprises de proximité, des entreprises locales. Et ça, ils opposent entreprises de proximité, entreprises locales avec start-up ou entreprises du CAC 40. Donc, on voit bien hein, que chez eux, il y a une demande, un besoin très fort d'enracinement. Et d'ailleurs, quand on les interroge sur le lieu privilégié, leur lieu de vie privilégié, là où ils aimeraient le plus vivre, ben, ils ne mentionnent pas les grandes métropoles. Ils mentionnent des lieux proches de la nature, à la mer ou à la montagne. Et ça, pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important. Euh, J'aimerais évidemment pouvoir engager le dialogue avec vous. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Peut-être quelques mots sur les conséquences que tout ça a. Évidemment, ça veut dire pour les employeurs, pour les collectivités, pour les entreprises, de repenser un petit peu leur manière d'être organisées, leur manière de pouvoir donner envie finalement à ces jeunes qui ont énormément d'exigences, comme je viens de vous le préciser. Ça demande vraiment de repenser l'organisation du travail. On voit bien que chez ces jeunes, le management autoritaire, hiérarchique, ben, ça fonctionne moins bien que pour d'autres générations. On voit bien que la possibilité de donner son avis, de pouvoir participer à des sujets très divers, pour eux, c'est extrêmement important. On voit bien que pour qu'ils soient attachés à une entreprise et qu'ils s'inscrivent dans la durée avec dans un travail, dans une organisation, il va être important d'aller mobiliser leur motivation intrinsèque. Et la carotte, le fait d'avoir des avantages, le fait d'avoir une certaine sécurité de l'emploi ou d'avoir un certain salaire, ben, ce n'est pas seulement ça qui va leur donner envie. Donc, il va falloir aller leur donner envie autrement en répondant ben, à la fois à leur demande d'épanouissement, à la fois à leur demande de quête de sens, tout en respectant leur équilibre de vie et la place qu'ils sont prêts à accorder à leur travail. Et peut-être dernière chose, quand on parle des jeunes, évidemment, là, je vous ai dressé un portrait global de cette jeunesse à grands traits, mais évidemment, chaque cas est un cas particulier. Donc, ce qui va être intéressant, c'est aussi d'écouter les jeunes que vous allez accueillir, recevoir et avec lesquels vous allez pouvoir engager la conversation.
Merci beaucoup, Régine, pour cette intervention. On a une première question dans le chat que je te relais. N'y a-t-il pas de nuances importantes en fonction du milieu social de ces jeunes? Tout à fait. Il y a des nuances en fonction du milieu social. Cependant, les éléments que je viens de vous dresser, à une exception près, c'est-à-dire que l'exception du salaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une différence, sur le critère de choix, des jeunes qui sont, sortis de grandes écoles et le critère de choix, de l'ensemble des jeunes, avec les uns, dans les grandes écoles qui privilégient d'abord le sens et puis, plus globalement, les jeunes qui privilégient d'abord le salaire. Donc il y a quelques nuances et quelques différences. Toutefois, les grandes tendances que je vous ai dressées là sont des tendances qui sont communes d'après les enquêtes que nous avons menées auprès de cette population et d'après les enquêtes d'ailleurs les plus récentes. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qui datent de 2021, on n'avait pas encore le recul sur les conséquences de la pandémie. Mais aujourd'hui, l'enquête de la Fondation Jean Jaurès tient compte de ces conséquences et cette enquête relève les éléments que je vous ai mis, en avant dans cette présentation. Merci beaucoup, Régine. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas soit à la poser dans le chat, soit à lever la main pour ouvrir Ou votre des micro et la ou des poser à l'oral. commentaires d'ailleurs, hein, Ou pas des simplement commentaires. des questions. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Agnès? Agnès? Oui, bonjour. Donc Agnès Roussel du casier judiciaire national, ministère de la Justice. Je suis en charge de la formation et des métiers. Et en fait, j'aurais souhaité savoir, vous parlez de jeunes, donc de 18-24 ans. Et ces jeunes dont vous nous parlez, ils se projettent vers quelle catégorie socio-professionnelle? Parce que quand j'entends effectivement qu'ils ont eu des exigences, je m'interroge sur la possibilité, par exemple, de quelqu'un qui a peu de qualifications, par exemple quelqu'un qui serait recruté par voie de sans concours. Est-ce que ces jeunes en tout cas, peuvent prétendre aux mêmes exigences? Est-ce que vous pensez que nous, en tant qu'administration, on puisse leur donner cette satisfaction? Parce qu'en fait, quand on est recruté, par exemple, pour un agent de catégorie C, adjoint administratif, par exemple, au ministère de la Justice, pour moi, en tout cas, je me demande quelle est leur possibilité à eux de choisir en fait la bonne administration en fonction des critères que vous avez un peu détaillés sur la quête de sens, sur l'intérêt et notamment sur l'épanouissement, quand on sait que certaines activités sont un petit peu répétitives et chronophages sans beaucoup d'intérêt, on va dire, en tout cas à la matière. Quelles sont nos pistes là? Alors, en fait, les pistes, je pense qu'il faut aller les chercher dans les grandes catégories que je vous ai données. Vous voyez, par exemple, l'épanouissement. Bien sûr, l'épanouissement, c'est par ça peut être la diversité des choses qui sont confiées, l'autonomie, etc. Mais je vous ai aussi parlé de la possibilité de l'épanouissement en ayant davantage de reconnaissance de ce qu'ils font. En fait, je pense que ce qui est important, hein, quelle que soit finalement la catégorie professionnelle à laquelle vous vous adressez, ce qui est important de garder en tête, c'est que c'est une génération qui, heu pour laquelle cette notion d'épanouissement est importante et cette notion d'épanouissement, elle peut passer par différents types de choses et donc pour un agent de la catégorie C, ça peut être simplement, par, le fait de lui donner des retours sur son travail. En le félicitant quand il doit être félicité ou lui en donnant des conseils pour qu'il puisse progresser. Vous voyez, en fait, en fonction de la catégorie du personnel, c'est à vous de moduler finalement comment est-ce que vous allez, apporter, plus d'épanouissement et répondre finalement à ce besoin d'épanouissement de ces jeunes. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on va prendre une dernière question peut-être, Régine. D'accord. Je vais peut-être regrouper deux questions en une. Donc, on a une première personne qui nous dit que ça pose également la question de la capacité des managers à passer du temps avec les agents et que ça pose également la question de l'épanouissement vie privée, vie professionnelle finalement pour ces jeunes. Oui, tout à fait. Je pense que clairement, hein, on voit bien que le rôle du manager par rapport à cette
jeunesse est le nerf de la guerre. C'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a énormément d'attentes adressées aux managers. Et l'idée, ce n'est pas la quantité de temps passé, mais la qualité du temps passé. Finalement, quand on passe du temps avec son collaborateur, avec son agent, etc., quelle est la qualité de ce que l'on fait passer? Est-ce qu'on est dans cette posture où on va effectivement essayer de donner des retours précis, concrets sur le travail? Est-ce qu'on va être dans une attitude, une posture d'écoute de leurs besoins? Est-ce qu'on va être attentif à ce qu'effectivement ils puissent équilibrer leur vie personnelle et leur vie privée? En fait, le truc, hein, je vais être extrêmement cynique, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais le défi auquel toutes les organisations sont confrontées, c'est d'attirer ces jeunes et de les retenir. Et en fait, si vous n'investissez pas dans cette relation managériale, le risque, c'est de les perdre ou qu'ils ne viennent pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, extrêmement, extrêmement important à prendre en compte. Et vous le savez, aujourd'hui, il y a dans certains domaines une pénurie, donc une guerre des talents. Donc vraiment, c'est un point qui est absolument essentiel. Un grand merci, Régine, pour cette intervention. Je suis désolée aux participants pour lesquels on n'a pas pu répondre à leurs questions. On les traitera peut-être par ailleurs dans le chat. Merci encore, Régine, je serais ravie de pouvoir y répondre par écrit si nécessaire. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci, Régine. Au revoir. Alors, je vous propose sans plus attendre d'écouter justement un de ces jeunes, Marie, qui se pose des questions pour rentrer dans la fonction publique. Je m'appelle Marie Cavelier, j'ai 19 ans et je suis en 2e année de licence de sciences politiques à l'Université de Rouen. Les métiers qui m'intéressent sont les métiers de préfet, d'ambassadeur ou encore de secrétaire des affaires étrangères. Alors, j'ai entendu parler de la fonction publique à travers des proches, aussi en occupant un emploi saisonnier au conseil départemental de la Haute-Garonne, aussi à travers 2 conférences qui ont été organisées par ma faculté. En effet, des personnes travaillant pour la fonction publique d'État et territoriale sont venues nous expliquer leur parcours professionnel. Ils nous ont expliqué les études qu'ils avaient réalisées, les concours qu'ils avaient passés, ainsi que les différents postes qu'ils avaient occupés tout au long de leur carrière. Et cela a rendu les choses beaucoup plus concrètes. Notamment le fait d'avoir leur témoignage et de pouvoir leur poser des questions directement était très appréciable. Je sais qu'il existe différents concours pour intégrer la fonction publique, mais je ne connais pas vraiment les différences entre et les différents postes qui y sont liés. C'est l'impact que nos décisions vont avoir sur la société ou sur un groupe donné. En effet, j'aimerais retrouver au sein de la fonction publique un sentiment d'utilité, le fait d'avoir des responsabilités et la possibilité aussi d'évoluer au fil de ma carrière et de ne pas rester à un poste fixe. L'image qu'on en a dans notre société, en effet, ça va être une image plutôt dévalorisée avec le cliché du fonctionnaire qui compte les heures afin de quitter son travail assez rapidement. Ce que je souhaiterais retrouver dans ma carrière, c'est le fait de ne pas compter ses heures, de voir son travail comme une véritable vocation, d'être stimulé par son travail, d'être vraiment épanoui, d'avoir toujours du travail à faire et de voir ça comme un véritable challenge. Je repasse à la présentation. Alors, donc vous avez écouté Marie qui se pose donc des questions pour rejoindre la fonction publique, pour répondre à tous les défis dont on a parlé ce matin avec Régine et puis qui sont partagés aussi par Marie. Colin Degoutte, qui est donc DRH à la communauté d'agglomération de Lisieux en Normandie, a mis en place une approche innovante en matière de recrutement et je vous propose donc de l'écouter. Je vous épargne comme ça, les participants vous voient en grand et donc je vous laisse commencer votre intervention. Donc simplement, donc, je me présente, donc Colin Degoutte, je suis le DRH de la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie, qui est en fait une jeune communauté d'agglomération qui est la fusion de 5 PCI, même 5 et demi,
au 1er janvier 2017. Donc, c'est une organisation qui est assez jeune, en fait, qui couvre à peu près 1000 km² de territoire, 939 exactement, près de 80 000 habitants, qui a 415 agents d'effectifs, on va dire, globalement permanents, et qui a de nombreuses compétences dans l'aménagement, l'urbanisme, le développement durable, l'eau, l'assainissement, la GPU, la gestion des déchets, tout est voilà, culture, enfance, France Service, gens du voyage, voilà. Beaucoup de compétences et donc de métiers divers. Qui dit jeune collectivité dit problématique d'attractivité, donc collectivité pas ou peu connue au début. Et puis, c'était un des défis à relever pour la collectivité, c'était comment attirer, recruter, fidéliser les talents sur le territoire, sachant que finalement, la collectivité Lisieux-Normandie est un petit peu est au cœur de la Normandie, mais en même temps est autour de pôles urbains de plus grande taille comme Le Havre, Caen ou Rouen, qui peuvent être aussi des pôles qui attirent plus, en fait, ou qui concentrent plus, notamment les jeunes avec un certain nombre de compétences, sans oublier les jeunes sur notre territoire. Donc, face à cet enjeu, on a mis en place, moi je suis arrivé en mai 2019, donc c'était une démarche qui était amorcée par la direction générale et soutenue par nos élus. C'était la création d'une marque employeur, en fait, avec un certain nombre d'éléments. C'est une stratégie globale pour l'attractivité du territoire et pour l'attractivité de la collectivité en tant qu'employeur. Sachant qu'on était sur une collectivité qui est la fusion de plusieurs anciennes communautés de communes, c'était aussi un levier d'engagement pour tous les agents, pour essayer de leur donner une culture commune, leur donner du sens à l'action des agents, et puis améliorer l'attractivité, j'en ai parlé. C'était aussi un élément de différenciation, finalement, pour apparaître comme un employeur moderne, innovant, voilà, sur tous les aspects que peut avoir une politique RH. Donc, dans ce cadre-là, on a construit en fait cette marque employeur qui s'appelle Norking, normand et viking, hein, voilà, c'est très normand. Et on a construit aussi une charte co-construite avec des groupes d'agents en fait pour dire qu'est-ce qu'on souhaitait mettre à l'intérieur de cette marque employeur et qu'est-ce que ça voulait dire pour nous. Soit comme chose qu'on établissait de fait, soit comme idéal, j'allais dire, à poursuivre dans certains cas. Et donc, dans ces éléments de différenciation et de facteurs d'attractivité, sur la partie recrutement notamment, on a mis en place, en fait, notamment des outils pour le recrutement, particulièrement, en fait, une communication un petit peu on a essayé d'avoir une image plutôt dynamique et, j'allais dire, avec un petit peu de décalage par rapport à ce qui se fait traditionnellement, qu'on peut regarder. J'ai mis quelques petites affiches, je ne sais pas si j'ai la main, je ne crois pas avoir la main. Voilà. Quelques affiches où on essaye d'avoir, en fait, plutôt que de diffuser la fiche de poste sur les réseaux sociaux, on essaye d'avoir plutôt une image un petit peu décalée, un petit peu, j'allais dire, colorée, et puis une accroche, en fait, à chaque fois, une accroche pour accrocher sur un métier, et pas forcément avec simplement l'image j'allais dire, classique du métier correspondant au métier recherché. L'idée, c'était un peu de créer du décalage. Donc là, vous avez un certain nombre d'éléments, voilà, mais toujours avec un petit rappel de la fonction sur laquelle on recherche les agents, soit par des éléments de décor, soit par éventuellement les usagers. Je pense aux chauffeurs de bus, par exemple, avec la présence des enfants. Voilà. Donc, c'est un petit peu cette communication. Et du coup, cette communication, elle est reprise du coup sur pas mal de supports. On peut passer du coup sur la partie, j'allais dire, sur la partie recrutement. Donc en fait, du coup, ça nous permet, grâce à ces supports, en fait, de diffuser sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn principalement, pour essayer de créer de l'attractivité et de l'image de la collectivité, en fait, un petit peu décalée et qui sort des classiques de ce qu'est une collectivité territoriale, un petit peu. Et puis, avec derrière, en s'appuyant sur des outils de recrutement qui font qu'en fait, on essaye que l'ensemble des personnes qui postulent, y compris les jeunes, finalement se retrouvent, pour nous, on facilite notre vie en fait de recruteurs et finalement que tous les canaux de diffusion des offres se rejoignent en fait dans un seul outil. Outil qui en fait permet de suivre
tout ce qui est lié à un candidat, tous les échanges qu'on a eus voilà, de façon automatique, qui répond par exemple tout bêtement quand la personne postule à l'offre. Tout peut être fait en ligne, soit sur notre site internet, soit via Emploi Territorial, qui est le site territorial qui est réaspiré d'ailleurs par Place de l'Emploi Public, en l'occurrence, soit via les réseaux sociaux, via des liens. Les gens peuvent candidater et remplir un formulaire, j'allais dire, très rapidement pour candidater, mettre leur pièce jointe ou leur profil LinkedIn. Et puis, nous, on a toute la traçabilité. Les gens reçoivent l'accusé de réception de leur candidature. Et si un candidat a postulé à plusieurs offres dans le temps, on a toutes ces candidatures, tous les échanges qu'on a eus écrits ou oraux qu'on trace, ou les évaluations qu'on a fait de lui en jury quand on était jusqu'en jury. Autre particularité sur le recrutement, en fait, y compris quand on recrute, c'est qu'on met en avant notre marque employeur. Elle a plusieurs aspects, je vais vous en évoquer quelques-uns principaux. Notamment, on a beaucoup travaillé sur la mise en place d'un engagement sur le bien-être au travail. Qu'est-ce que ça voulait dire bien-être au travail pour nous? Ça voulait dire en fait, avoir des locaux agréables et fonctionnels, donc qui répondent en fait aux usages. De quoi ai-je besoin quand j'arrive au travail finalement, plutôt qu'à la possession? Je possède mon bureau dans lequel finalement je passe, notamment sur les fonctions support ou les fonctions managériales, allez, un tiers de mon temps en fait dans mon bureau. Et donc finalement, on a mis en place en fait un ensemble un bâtiment en fait qui regroupe 90 agents aujourd'hui et sur lequel en fait l'ensemble des locaux sont quasiment tous en flex office, à part quelques fonctions très précises, et où les gens bénéficient des espaces qui sont exposés et que vous voyez en fait différents types de postes de travail, des possibilités de se réunir, des coworking, voilà, des espaces de travail collaboratif et collectif autour de ce qu'on appelle un tableau blanc. Et pour que cela fonctionne bien, en fait, le corollaire, c'est que parallèlement, on a mis en place très tôt le télétravail, avant même la crise Covid notamment. Il y avait ces éléments-là dans notre marque employeur, et c'est un élément fondateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un travail à faire, j'allais dire, je peux choisir l'endroit où je travaille. Voilà. On a parlé notamment pour les jeunes le besoin de se retrouver. On n'est pas dans des open space, on est dans des parties plutôt coworking dont les gens vont quand même se retrouver librement et éventuellement se retrouver par affinité pour travailler tout au long de la journée, qu'ils soient du même service ou pas du même service en fait. Ça fonctionne très très bien. Et puis on s'est appuyé sur des outils numériques notamment pour que chacun puisse se signaler quand il est soit dans les locaux, soit effectivement en télétravail. Quand on recrute, on a 2 ou 3 éléments de discours aussi assez marquants en fait, que je vais vous exposer en fait. C'est quand on recrute quelqu'un finalement, dans la fonction publique territoriale finalement, on recrute principalement pour les compétences des gens. Et sur les bassins d'emploi, on n'a pas forcément des gens titulaires qui vont se présenter. Donc, dans le discours de recrutement, finalement, nous, on cherche la bonne personne avec les bonnes compétences au bon endroit. Et effectivement, c'est vrai partout en fait dans la fonction publique, je pense. On a besoin et vu le déficit de candidats potentiels, ça a été évoqué pour l'État, mais on a le même problème dans la collectivité territoriale avec un 40% des effectifs, par exemple en Normandie de la territoriale, qui partent à la retraite en 2030. Donc en fait, si on attend que les jeunes passent des concours, là où en fait il y a des gens qui sont compétents avec des marchés en tension, informatique, finance, comptabilité, en fait si on attend que les gens passent les concours, c'est-à-dire en plus de leur diplôme, ils se rajoutent des opérations, j'allais dire, alors certains le feront, mais pas tous. Donc il faut leur ouvrir la possibilité d'entrer relativement facilement. C'est ce qu'on fait. Et par exemple, avec des choses comme lors d'un entretien de recrutement, en fait, on leur évoque la règle du télétravail à l'agglomération. La règle du télétravail à l'agglomération, c'est qu'il n'y a pas de règle au télétravail. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? C'est qu'en fait, le télétravail est très flexible. On l'aménage en fonction des besoins de l'agent et des nécessités de service et des besoins du travail à réaliser. Si je dois passer une semaine en télétravail à la maison pour boucler un gros cahier des charges pour lancer un appel d'offres, par exemple,
je le fais si j'en ai besoin. Ou un rapport d'orientation budgétaire pour le directeur financier. S'il veut s'enfermer une semaine pour boucler son rapport, il le fait. Si à l'inverse, pendant 3 semaines, j'ai des gros projets en interaction ou si je suis plus à l'aise auprès de mes collègues parce que je ne souhaite pas être chez moi, chacun, en fait, on essaye d'être très adaptable et de s'adapter en fait à chaque fois aux besoins de chacun. On a mis en place aussi d'autres activités. En fait, on veille aussi à l'équilibre vie pro. Voilà. Et de ça découle tout un tas d'actions en fait, qu'on met en avant lors du recrutement. L'aspect télétravail qui n'est pas un problème pour nous. L'équilibre vie pro, vie perso qui est un vrai engagement de notre part. Flexibiliser le temps de travail au sens, il faut répondre aux besoins du service, mais en même temps, il faut aussi, en fait, ça permet de recruter plus facilement quelqu'un, ou ça permet de recruter tout court quelqu'un dont on recherche les compétences, d'adapter le temps de travail quand c'est possible. Effectivement, on le fait. Le corollaire de ça, effectivement, mais c'est comme pour dans n'importe quel service, les services, ça crée une différence entre les agents qui ont les possibilités de le faire et les agents qui sont purs présentiels, type agent d'accueil ou je vais prendre les maîtres nageurs dans les centres aquatiques qu'on gère. Un maître nageur, effectivement, lui, il ne peut pas faire de télétravail, c'est évident. Et dans les autres aspects qu'on met en avant, c'est par exemple dans l'équilibre vie pro, vie perso, on a mis en place des séances de sport sur la pause méridienne. Pourquoi la pause méridienne? Parce que les agents l'ont demandé et parce que notamment, alors c'est comme ça, c'est la société française encore à l'heure actuelle, mais notamment ça permet aussi aux femmes qui souvent gèrent les enfants, c'est un fait. On aimerait tous que ça change, que ce soit plus partagé, mais le fait de mettre le sport sur la pause méridienne, en fait, permet aux agents d'avoir un temps d'échange informel, de se rencontrer entre différents services et sans empiéter sur les temps de vie personnels le reste de la journée. Voilà. Petit service de conciergerie aussi mis en place et des moments de convivialité en fait aussi avec les agents, journée de l'agent, des choses comme ça en fait qui sont mises en place. Voilà, donc on a un espèce de package qu'on met en avant, mais forcément c'est de la communication, c'est du marketing RH et en même temps c'est une réalité et c'est ce qu'on fait vivre à nos agents comme expérience de vie au sein de la collectivité en fait. Et qu'on essaie. Alors, donc ça a démarré en 2018, c'est en évolution permanente. Nous, l'idée, c'est de faire progresser notre marque employeur. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, il y en a un certain nombre de choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent un peu moins bien. Donc, on continue à travailler le sujet. Et enfin, sur la dernière partie, en fait, ça impose par contre un certain nombre de problématiques sur les aspects managériaux. Et l'enjeu a été souligné tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut passer sur la partie management. Ouais. C'est qu'en fait, à partir du moment où vos collaborateurs ne sont pas dans un bureau ou dans un couloir où vous pouvez les toucher facilement, j'allais dire facilement, plutôt sans effort pour le manager, ça impose finalement au manager un effort, d'être proactif, d'animer son collectif, d'être animateur et d'être vraiment proactif. Je ne peux plus être un manager passif où en fait finalement j'ai un couloir, tous mes agents sont dans le même couloir et je peux convoquer n'importe qui à n'importe quel moment. Là, si j'anticipe pas, si je m'organise pas, donc effectivement ça oblige aussi un gros travail sur les managers. Et l'autre aspect qui a été aussi souligné effectivement, c'est les valeurs. Donc, nous, on a mis en avant trois valeurs qui ont été interrogées par les agents. En fait, c'est confiance, écoute, responsabilité. Confiance, ça se traduit à travers toutes les règles qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur le management par objectif. On ne contrôle pas le temps de travail en télétravail. On laisse les gens s'organiser en télétravail et on a confié le fait au manager N+1 direct de l'agent de l'autoriser à passer en télétravail ou pas et d'en assurer la traçabilité entre eux, mais sans contrôle de l'administration. C'est vraiment le manager qui a la main avec son équipe. Voilà. Et puis il doit veiller effectivement à animer son équipe. S'il ne le fait pas, de toute façon, ça se ressent. Ça se ressent parce que ça a des impacts sur le fonctionnement de l'équipe derrière, effectivement. Ça nécessite beaucoup plus d'énergie pour le manager et effectivement de consacrer des temps collectifs, animés. Et puis des temps, en fait, j'ai rajouté les mots coach et jardinier. C'est un petit peu deux autres qualités qu'il faut avoir. Effectivement, il faut coacher collectivement, mais aussi individuellement. Passer du temps, ça a été évoqué, hein, du temps à valeur ajoutée avec les différentes personnes. Et puis j'ai rajouté jardinier, en fait. Mais ça, c'est valable tout le temps, mais pour moi, c'est un élément essentiel de ce qu'est un manager. En fait, on doit faire grandir. Faire grandir à travers une progression professionnelle, faire grandir à travers des changements de métier, de l'acquisition de compétences.
c'est aussi des choses qui nous semblent essentielles et qu'on met en avant et qu'on porte collectivement. Et puis effectivement, dans la charte Norking, notre charte marque employeur, en fait, on s'est engagé sur le fait que notre management est humaniste, c'est-à-dire d'abord centré sur l'humain et sur la relation. On n'oublie jamais les objectifs de la collectivité. Il faut que le travail se fasse. Hein, c'est pas, on n'est pas dans le monde des rêves non plus, mais on prend l'humain en grande considération. Et donc, effectivement, ça impose effectivement un travail sur le management. C'est l'étape maintenant dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où on travaille effectivement sur l'acculturation et l'accompagnement des managers, et notamment de tous nos directeurs à partir depuis quelques semaines, et puis ça se poursuit l'année prochaine, justement pour bien appréhender notre mode de fonctionnement et notre culture d'organisation. Et donc, tous ces éléments-là attirent des jeunes parce qu'effectivement, on a, nous, de notre côté, en fait, pas mal de jeunes qui viennent, notamment parce qu'on a le train en fait, à proximité de Lisieux, des Canets, hein, des jeunes avec des diplômes universitaires, un certain nombre de compétences qu'on arrive à attirer et à garder dans nos organisations parce qu'on leur permet des modes de fonctionnement hybrides, 2 jours, 3 jours en télétravail. Le jour où il y a une grève des trains, ils restent en télétravail chez eux, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est toutes ces... Et on leur fait confiance et finalement, la manière d'arriver au résultat, elle leur appartient avec leur manager, effectivement. Mais ce qui compte finalement, c'est l'atteinte de l'objectif pour nous. On est vraiment là-dessus. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire sur notre démarche globale et qui effectivement a un impact assez intéressant sur l'attraction de jeunes notamment et de jeunes diplômés, ce qui peut être une difficulté, nous, à Lisieux, parce que finalement, on est sur une ville aglo de 80 000 habitants, mais ville centrale de 20 000 habitants, et tous les centres universitaires, globalement, sont plutôt dans les villes alentours, Le Havre, Caen, Rouen, et donc il faut arriver à attirer notamment des compétences, parce que dans une jeune aglo qui se structure, on a besoin de compétences sur un certain nombre de métiers, même si, voilà. On pratique aussi la mobilité interne, comme ça a été dit, parce que c'est aussi une chance pour les agents et pour les jeunes. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience très concret. Ça a fait beaucoup réagir dans le chat. Je vais vous relayer quelques questions qui ont été posées. La première, c'est une question sur les volumes de recrutement et les moyens que vous avez investis en termes d'équipe, de coûts de système informatique, et savoir si vous avez fait tous ces changements seul ou accompagné d'un prestataire. Alors, les changements ont été réalisés. En fait, c'est une démarche interne. C'est une démarche interne qui a été portée notamment par deux DGA, on va dire, 2 directions générales adjointes, dont une personne en fait qui avait beaucoup travaillé sur le city branding dans sa carrière, donc la marque de ville en fait, voilà, et donc qui a travaillé avec le CODIR pour préparer, voilà. En fait, ça s'est décliné dans la marque employeur interne, mais il y a aussi une marque mère de l'agglomération Lisieux-Normandie, l'étoile orange que vous avez vue sur les supports. Et derrière, il y a une déclinaison de marque fille sur les compétences de l'agglomération. Voilà, avec cette étoile qui change de couleur en fonction des compétences. Donc, il y avait un travail sur les marques, en fait, en interne, qui a été déployé. Et il a abouti aussi côté... nécessité d'attractivité sur la marque employeur voilà, en interne. Et sur les moyens, alors les volumes de recrutement, nous, depuis qu'on trace dans notre outil de recrutement 2020, c'est une année partielle, on a fait 300 candidats, on a retenu 10 personnes et on en a réadressé 24 à d'autres services et on avait un temps moyen de recrutement de 60 jours en fait. C'est pour se donner un ordre d'idée. En 2021, on a traité 1400 candidats dans notre système. On en a recruté 56. On en a proposé 61, c'est-à-dire quand il y a des candidats intéressants, l'outil nous permet aussi de les proposer au manager en disant cette personne-là n'a pas été retenue sur un poste, est-ce que tu veux regarder son CV et est-ce que ça peut t'intéresser de la rencontrer? Et on était passé à un temps de recrutement de 50 jours. Temps moyen, hein, c'est des moyennes. Et sur 2022, à la date de ce matin, on était à 1421 candidats, donc un peu plus que l'année dernière pour une année pleine, donc on va être un peu au-dessus. 59 candidats retenus et 43 propositions de services, et un temps moyen de recrutement de 40 jours. Donc ce qui veut dire qu'en fait, c'est aussi important dans le recrutement, la réactivité. Le fait d'avoir un outil un peu unifié nous permet de raccourcir au maximum nos délais de recrutement quand on le peut. Alors après...
il y a aussi des postes pour lesquels on ne trouve pas de candidats et c'est compliqué, je vous rassure. Je vous rassure. Mais voilà. Et puis sur la partie SI, on a rencontré en fait une startup qui s'appelle Flatcher. Voilà. Et c'est un outil sur lequel on a misé. Ils étaient au tout début de leur développement. Là, leur outil a bien progressé. En fait, ça nous permet de gérer. Notre enjeu, notamment, c'était on avait une personne, un mi-temps consacré, ne serait-ce qu'à recevoir les CV, les trier et faire tous les accusés de réception de candidature parce que la loi TFP nous a obligés à accuser réception de toutes les candidatures. Juste un détail. Et en fait, en acquérant le logiciel, la personne partait à la retraite. Eh bien, on n'a pas eu besoin de remplacer ce mi-temps. Parce que c'était quand même ça, globalement, pour gérer tout un tas de courriers où, en fait, finalement, quand les gens candidatent, ils reçoivent automatiquement le mail d'accusé de réception, etc., etc. C'est un coût d'investissement. Nous, c'est un coût annuel de l'ordre de entre 8 et 10 000 euros annuel, le SIRH, en fait. Mais rapporté ne serait-ce qu'à un mi-temps, ne serait-ce que d'un agent de catégorie C, en fait, il y a un gain. Et en termes de moyens humains, en fait, on a une chargée de développement RH qui gère le recrutement, mais aussi la formation. Donc, on va dire un mi-temps de sa part. Il y a aussi une partie de mon temps, 0,2, et puis on a un apprenti là depuis septembre. Donc, on doit avoir un ETP maintenant dédié au recrutement, je pense. Donc, j'ai dit 59 recrutements, mais globalement, des dossiers de recrutement, dans l'année, on est plutôt 90, 100, parce qu'il y a aussi les aspects renforts et saisonniers, qui sont des petits compléments. Voilà. Très bien. Alors, je vais peut-être vous relayer une seconde question sur la transformation managériale cette fois. Comment est-ce que ces démarches ont été prises par les agents qui sont dans vos services depuis un certain temps? Comment est-ce qu'ils ont été accompagnés? Alors, l'avantage et l'inconvénient, mais c'est ce qui a créé la démarche marque employeur, effectivement, c'est que comme la collectivité est jeune, on s'est retrouvé à rassembler en fait un collectif de gens qui avaient des cultures de communautés de communes différentes, avec des approches construites par la culture locale de chaque élu, chaque président en fait de Comcom historique, donc des approches qui n'étaient pas toujours les mêmes. Donc il y avait besoin de créer un commun. Donc ça a été finalement relativement facile d'implanter la marque et de dire maintenant on est dans un nouveau bateau, on a besoin d'une histoire commune. Donc ça ce côté-là est assez facile. Après il y a effectivement là on entre dans la phase où effectivement on a eu du coup des mouvements de personnel parce que les gens s'y retrouvent pas, parce qu'effectivement entre une petite communauté de communes et une agglomération, la structuration n'est pas du tout la même. Donc, on a des gens qui sont partis. On a beaucoup recruté aussi en lien avec notre structuration. Donc, finalement, les nouveaux rentrent dans le moule, entre guillemets, tel qu'il est. Donc, c'est plus facile. Et effectivement, maintenant, on est dans l'étape où on voit que sur le management, il y a un enjeu. Certains sont en adéquation avec ce mode de fonctionnement. Certains autres ont des difficultés. Donc, on est dans la phase où on travaille avec le CODIR et les directeurs, finalement, à un plan d'accompagnement de diagnostic managérial, en fait, pour justement que chaque directeur, on a une quinzaine de directeurs en fait au global, voilà, puisse bien comprendre ce qui est attendu de lui et ce que notre mode d'organisation en fait finalement implique derrière en termes de management. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Degout. Je ne sais pas si vous avez accès au chat, mais votre intervention a vraiment passionné les participants. On a beaucoup de retours très positifs sur ce que vous nous avez partagé. Merci. C'était avec plaisir. Alors, je vous propose de poursuivre maintenant cet atelier en écoutant les autres jeunes que nous avons pu interroger dans le cadre de la préparation de cette conférence. Donc, des jeunes qui ont déjà rejoint la fonction publique et qui nous expliquent ce qui les a convaincus pour rejoindre la fonction publique et ce qui leur permettrait aussi de rester sur le temps plus long. Bonjour, je me présente, je m'appelle Xavier, je travaille pour le centre de gestion en alternance au sein du service mission temporaire. Je suis Elisa Romieux et je suis designer de service au sein d'Etaline. Bonjour, je suis Shaines Lama, je suis actuellement gestionnaire de proximité à la DRAF des Pays de la Loire. Bonjour, je m'appelle Louane, j'ai 18 ans, je suis actuellement en première année d'un BTS support d'action managériale en alternance. Bonjour, Anthony Reynard, cuisinier pour la région Bretagne depuis un peu moins d'un an. Je suis en reconversion professionnelle depuis 2019. Bonjour, je suis Mathieu, étudiant en soins infirmiers en 3e année.
Moi, je suis arrivée dans la fonction publique un peu par hasard, parce que j'étais à la recherche d'une alternance pour mon master RH. J'ai regardé un peu sur Indeed, et donc j'ai trouvé cette offre d'alternance du coup à l'université de Rennes. Ce qui a fait que cette offre m'a plu, c'était surtout les missions. C'était des missions qui étaient très variées. J'ai enchaîné sur un DUT GEA option RH. Et donc c'est comme ça que j'ai pu découvrir aussi l'administration publique à travers un module qui nous était enseigné. Ensuite, le tournant, ça a été mon stage de fin d'études d'une durée de 10 semaines à VHBC, donc Vallon de Haute-Bretagne Communauté, une collectivité du sud de Rennes. Lors de mon master en innovation sociale par le design, j'ai découvert que certains designers travaillaient dans le service public. Et ça m'a intriguée car la première image qu'on a du service public quand on n'y connaît rien, c'est pas forcément une image très innovante. Et puis je cherchais un poste qui me permette d'accompagner des projets dans le domaine social et d'être au contact des usagers. Et quand j'étais au lycée, j'ai réalisé un stage de découverte dans un cabinet d'infirmier, me permettant de confirmer mes appétences que j'avais pour la relation à l'autre, ainsi que le milieu de la santé. La diversité des missions que je pourrais avoir. On parle de jeune génération en quête de sens au travail, et moi-même je me suis longtemps interrogé sur cette notion. Et depuis ma première expérience en collectivité, j'ai trouvé ce fameux sens. Et donc c'est servir notre pays à travers des services publics disponibles pour tous les citoyens français. Les facteurs clés de ma motivation, je dirais que c'est déjà l'ambition qui est portée par Etaline, qui est de transformer l'action publique et d'accompagner en fait les services de l'État dans cette transformation, ainsi que les sujets traités qui sont très variés. Donc je suis attirée par la fonction publique d'État plus spécifiquement parce qu'il y a une perpétuelle évolution en fait qui fait qu'on est toujours en train d'apprendre, on est toujours en train de se renouveler. Nous, en tant que futurs fonctionnaires, mais aussi le service dans lequel on évolue, et puis en fait parce qu'il faut s'adapter aux besoins des citoyens et des usagers. Les choses qui me font me lever le matin, c'est avant tout la cuisine maison, quoi. Travailler des produits frais, des produits bio quand c'est possible, local c'est encore mieux. L'autre élément important, c'est le rôle d'éducateur que nous avons, nous, les cuisiniers de la région, auprès des jeunes, donc les éduquer au bien manger. Et donc, le lieu dans lequel j'aimerais exercer sera un lieu, si j'y suis passé, qui m'aura bien accueilli en stage, avec des bonnes conditions d'accompagnement. Puis, si je n'y suis pas passé, ce sera un lieu où j'aurai des bons retours de mes collègues ou en général. Ce serait le fait de pouvoir évoluer en fait rapidement. Et je pense que ce qui gêne à l'heure actuelle les jeunes, c'est qu'ils savent que dans la fonction publique, pour évoluer, c'est un peu compliqué. Il faut passer par des concours. Les concours, s'il y a de la préparation, c'est un peu plus compliqué. Alors que dans les entreprises de statut privé, je pense que les jeunes ont un peu l'impression que c'est plus facile d'évoluer. De plus, les jeunes maintenant, ils veulent pas tout le temps rester dans la même entreprise pour faire leur carrière. En fait, ils veulent varier leurs expériences, et je pense qu'ils ont peut-être aussi la crainte que de se dire si on rentre dans la fonction publique, pour en sortir ça peut être compliqué. Les perspectives d'évolution, pour un contractuel comme moi, il faut rapidement s'interroger sur la possibilité de passer des concours pour prétendre à un poste de titulaire. L'employabilité et mon gain en compétences à travers les missions exercées et les formations sont aussi quelque chose de primordial. Je veux continuer à me sentir utile auprès de nos administrés en balayant tous les préjugés qui peuvent subsister. Ce qui me ferait rester dans la durée, c'est d'abord la pérennisation de nos postes. Designer dans la fonction publique, c'est un métier qui est encore assez récent. Ce qui me motive vraiment tous les jours, c'est d'avoir l'impression de travailler sur des projets qui ont vraiment un impact positif et qui permettent d'améliorer les politiques publiques, de renforcer le lien entre administration et citoyens et d'accompagner aussi une image plus moderne du service public. Et ma motivation, c'est qu'au sein de la fonction publique d'État, au-delà d'acquérir de nouvelles compétences, il y a une perspective de carrière aussi qui est intéressante, notamment au niveau des IRA, avec l'aspect interministériel. Il y a une mobilité qui est fortement encouragée, et il y a aussi cette idée que tout simplement on peut évoluer. Ce qui me fera rester, c'est ma détermination. J'ai envie d'être là pour aider les gens, être au service des autres, et c'est le sens premier de la fonction publique, mais aussi de ma personnalité. C'est d'abord l'évolution de carrière. L'autre point important, c'est le dynamisme de l'employeur. Par exemple, la région Bretagne a organisé un
concours de cuisine cette année. Donc ça, c'est le dernier point que je voulais aborder, la reconnaissance du métier par le biais du salaire. Si j'ai envie de rester dans ce lieu, il y aura une importance dans la prévisibilité et le respect des plannings qui me permettront de concilier ma vie privée et ma vie professionnelle. Aussi que j'ai une bonne qualité de vie au travail, une bonne ambiance d'équipe en général, reconnaissance autant financière que dans l'établissement. Alors, vous venez donc d'écouter ces différents jeunes qui se questionnent, qui nous partagent, les différents ressorts de leur motivation pour intégrer la fonction publique. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un temps en atelier pour réfléchir aux différentes thématiques qui ont été abordées par ces jeunes et par les intervenants tout au long de cette présentation. On a donc identifié 4 thématiques. La première, c'est la recherche de sens et d'utilité, sur lequel Régine a fortement insisté. Le deuxième sujet, c'est la rémunération et la sécurité de l'emploi. Le troisième sujet, c'est l'équilibre des temps de vie et des conditions de travail. Et enfin, le dernier groupe travaillera sur les perspectives de carrière et de développement des compétences tout au long de la vie. Alors, vous allez être envoyé dans vos sous-groupes automatiquement, vous n'avez pas de manipulation à faire. Et donc, vous retrouverez d'autres participants ainsi qu'une personne qui facilitera les échanges. Et on se retrouve donc dans 45 minutes pour débriefer tous ensemble des échanges. Alors, je vérifie. Tout le monde n'est pas encore revenu. On est 47. Alors, on va attendre une petite seconde que tout le monde soit bien rapatrié dans le canal général. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite synthèse de ce qui a pu se dire dans les ateliers. Donc, chaque facilitateur va prendre la parole pour partager les éléments clés qui ont été évoqués pendant ce temps de travail en sous-groupe. Alors, je vais commencer sur le groupe sur la recherche de sens et d'utilité. Je tiens à m'excuser auprès de Séverine Bianassi parce qu'on a été rappelé en plein milieu d'une phrase en plénière. Donc, Séverine, je vous laisserai le loisir de finaliser votre propos lors de la conclusion que vous pourrez faire avec les autres directeurs des PFRH. Alors, dans notre groupe, on a eu des débats assez riches, notamment sur quel est le sens porté par la fonction publique qu'on peut valoriser auprès des jeunes. Il y a plusieurs dimensions qui ont émergé. La première dimension, c'est la qualité de service aux citoyens. Certains jeunes l'ont évoqué, il y a parfois une image un peu poussiéreuse de l'administration et finalement d'associer les agents à un service public efficace qui permet aux citoyens d'être satisfaits tout simplement du service offert par l'administration, c'est déjà un élément sur lequel il faut insister et parce que ça fait partie vraiment de la satisfaction au travail. Le deuxième point, c'est le rôle que peut avoir la fonction publique dans l'aménagement du territoire, la préservation de l'emploi local, notamment au travers des aides aux entreprises, et puis bien sûr le sujet de la transition écologique qui est très important pour cette génération, pour toutes les générations, mais en particulier pour cette génération, et avec des actions hyper concrètes comme travailler sur la qualité de l'eau, travailler sur l'aménagement des bocages pour la préservation de la biodiversité. Et le conseil qu'a partagé un des participants de la région, je crois que c'est la région Pays de la Loire, c'était vraiment d'être très concret, de ne pas aller dans des approches trop stratégiques sur ces sujets-là, mais d'être très concret et précis sur la réalité des missions. Alors, on a assez peu de temps pour cette synthèse, donc je ne pourrais pas passer en revue l'ensemble des actions, mais peut-être en citer quelques-unes, notamment sur la nécessité pour mettre en valeur et communiquer autour de cette recherche de sens et d'utilité, d'aller au contact des plus jeunes. Et quand on dit des plus jeunes, c'est vraiment des plus jeunes, puisque une participante a cité les stages de 3e, aller dans les collèges, faire la pédagogie de tous les métiers, de toute la diversité des métiers, de l'impact que ces métiers ont sur le bien commun. Et puis, l'autre point qui a émergé, c'est plus un point pour le débat, c'est finalement de se dire, au travers de tout ce qu'on se dit, il y a peut-être une forme de surenchère des différentes administrations, des différentes fonctions publiques sur la recherche de sens, et parfois peut-être travailler de façon un peu plus coordonnée entre les différents établissements, différentes organisations, administrations, pour se parler, pour échanger, et être bien sûr dans une logique de concurrence, parce que tout le monde veut recruter des candidats, mais aussi dans une logique de coopération, et c'est cohérent avec la valeur de solidarité qui est portée par la fonction publique. Voilà pour ce groupe. Mathilde, peut-être là pour le deuxième groupe. Tout à fait. Alors, dans le deuxième groupe, l'objectif était de réfléchir à la rémunération, à la sécurité de l'emploi,
Donc, ce qui a été remonté, c'est qu'on observe des difficultés assez importantes pour garder un équilibre salarial entre les titulaires et les contractuels. Et c'est d'autant plus vrai pour des métiers, par exemple, dans la maintenance, dans la cuisine, où finalement, on a des personnes qui sont contractuelles dans la fonction publique avec des salaires qui sont assez faibles par rapport au privé, et donc des difficultés d'attractivité pour ces populations-là. Et quand on en a la possibilité, eh bien, on va pouvoir augmenter un petit peu les salaires des contractuels, donc tordre la politique indemnitaire, ce qu'on ne pourra pas toujours faire pour les titulaires, ce qui creuse finalement les écarts et peut engendrer des frustrations. Il nous a également été partagé des difficultés de recrutement spécifiquement en métropole pour les agents de catégorie C, avec beaucoup de démissions, avec des personnes qui ont du mal finalement à absorber ce niveau de vie dans les grandes métropoles. Et enfin, le fait que les jeunes, aujourd'hui, soient de moins en moins attirés par le concours, et donc recrutés sous contrat et ne voient pas l'intérêt finalement de passer ce concours puisque ça va les bloquer dans leur progression salariale. En termes de leviers qui ont pu être identifiés, eh bien, ça va être de faire tout d'abord des efforts sur les rémunérations des contractuels, quitte à ce que cela engendre parfois des différences avec les titulaires. Et puis d'accepter aussi ce changement de paradigme en se disant qu'effectivement, on ne va pas obliger un agent à passer le concours et accepter qu'il reste titulaire ou qu'il passe un contrat en CDI plutôt que de devenir titulaire. On a également évoqué des modalités de concours qui pourraient être repensées avec une territorialisation des concours, ce qui permettrait aussi de limiter les pertes finalement des agents qui passent le concours de façon globale et qui se retrouvent affectés dans des territoires loin de leur centre d'intérêt. Et donc avec des pertes en ligne aussi sur ce volet-là. Et enfin, donc, on n'a pas forcément identifié de levier très important sur ce facteur spécifique de la rémunération, mais on a bien rappelé que c'était important de pouvoir s'appuyer sur d'autres leviers RH pour compenser ces effets de la rémunération, avec par exemple la formation qui est très développée dans la fonction publique, le développement des compétences et travailler également sur la marque employeur comme en parlait M. Degout tout à l'heure. Je laisse la parole maintenant au groupe 3 qui était animé par Marion sur l'équilibre des temps de vie et des conditions de travail. Alors, du coup, pour le groupe 3, on a eu deux débats principaux. Un premier débat autour des enjeux, notamment du milieu hospitalier, où eh bien, effectivement, un hôpital ne ferme pas la nuit, un hôpital ne ferme pas le week-end, et où sur ces équilibres entre temps de vie perso et temps de vie pro, est de plus en plus difficile à adresser. On a des grosses difficultés du coup de recrutement, notamment sur les postes de nuit, où les jeunes générations effectivement ont plus de difficultés à accepter que eh bien, la nuit on va travailler, qu'il va y avoir des temps où on ne sera pas chez soi, alors que ce sont des temps où la plupart de nos proches sont effectivement à la maison. Donc plusieurs pistes ont été partagées. Une première qui est de modifier les temps de poste, donc de raccourcir le temps du poste de nuit, de le passer de 12h à 9h, 9h30, mais ce qui implique du coup un déséquilibre aussi sur les charges de travail entre les personnels de jour, les personnels de nuit, avec du coup une surcharge de travail sur les postes de nuit, donc ce qui répond du coup à un raccourcissement du temps de travail, mais une difficulté accrue sur la surcharge et la gestion des tâches. La mise en place aussi d'un pool de remplacement. Ce pool de remplacement qui du coup pourrait être constitué de personnes titulaires dont le rôle serait de faire des remplacements de courte durée, et un test qui est fait actuellement, qui va être lancé sur un pool de remplaçants pour des congés et arrêts plutôt de longue durée, donc par exemple des congés maternité, ce qui pourrait du coup valoriser ce poste-là de remplacement, de se dire on est titulaire sur ce poste de remplacement et donc on va avoir aussi une variété et de la flexibilité dans les tâches, donc on va travailler aussi sur l'attractivité de ce métier spécifique de remplaçant.
Ensuite, on a des débats qui ont eu lieu plutôt sur des postes de bureau. Et là, on a eu beaucoup de partages sur les activités qu'on peut mettre en place dans les journées de travail. Donc, les activités sportives, le midi, le soir, avec plusieurs projets très concrets de partenariat avec les communautés de communes, avec des animateurs sportifs spécifiques et issus de la Fédération française de sport en entreprise, qui vise du coup à améliorer la qualité de vie au travail, à diminuer les troubles musculo-squelettiques et à apporter un vrai planning avec des activités sportives très diversifiées et qui se renouvellent du coup chaque année avec évidemment une plateforme pour s'inscrire à ces activités et des animateurs qui sont du coup mis à disposition des collaborateurs. Il y a eu beaucoup d'autres enjeux partagés et solutions. On vous les mettra dans la synthèse car je vois l'heure qui tourne. Et je passe du coup la parole à ma collègue Laurie du groupe 4. Oui, alors avec mon groupe, nous avons échangé sur la thématique des perspectives de carrière et de développement des compétences, du coup, tout au long de la vie. Donc, on a identifié 3 enjeux principaux. Le premier enjeu est celui de la fidélisation et de l'épanouissement des collaborateurs et en fait de la complexité de les faire aussi adhérer aux valeurs de la collectivité. Donc, pour les partages d'expériences associés à cet enjeu, on a identifié donc la mise en place de forums internes, en fait, pour faire découvrir les métiers existants qui sont parfois trop méconnus de tous. On a évoqué également la possibilité de mettre en place des plans de formation continue, toujours dans cet objectif de développer les compétences et de favoriser la mobilité. Et on a également parlé de la mise en place, en fait, et surtout de rendre accessibles les formations pour les concours et les oraux blancs, afin du coup de permettre à des personnes de changer de poste et donc ceci pourrait rester dans la fonction publique tout en étant plus épanouis et en ayant des missions qui seraient plus en adéquation avec leurs objectifs et leurs plans de carrière. Le deuxième enjeu identifié, en fait, a été celui du recrutement et notamment du fait que certaines personnes recrutées sont ensuite déçues de leur position par rapport aux missions qui leur sont affectées. Donc, parmi les expériences qu'on a partagées et les remarques, on a évoqué en fait le fait d'axer le recrutement plus sur les soft skills et d'être moins regardant en fait sur la formation et également d'aller vers de l'apprentissage ou du service civique afin en fait qu'on ait des personnes qui soient vraiment en adéquation avec le poste qu'on propose. On a également évoqué le fait que certaines personnes, suite à leur intégration, en fait, rompent leur période d'essai. Et donc, parmi les retours et les actions mises en place, on a notamment parlé d'un tutorat pendant au moins en fait une journée pour accompagner le nouveau collaborateur et ensuite plus tard, en fait, dans l'intégration, être très vigilant autour des difficultés qui peuvent être potentiellement rencontrées, mettre en place des entretiens, etc., et adapter le poste si nécessaire. Et finalement, le troisième enjeu qu'on a identifié est celui autour des mobilités, et notamment des mobilités subies, donc dans le cadre de restructuration, de réorganisation, d'inaptitude ou d'inaptitude physique. Et on a du coup évoqué notamment les parcours du coup de formation, toujours pour faire évoluer les compétences de ces personnes pour qu'elles puissent évoluer sur d'autres postes qui correspondent du coup à leurs objectifs et à leurs aptitudes. Et plus concrètement, on a également évoqué la possibilité en fait de prévoir des immersions, notamment dans ce cas-là jusqu'à 5 jours d'immersion sur un autre poste. Et en fait, on a vu que ça permettrait aussi parfois de recentrer les projets des personnes. Et parfois, c'est elles-mêmes finalement qui se rendent compte que leur projet n'est pas en adéquation avec leurs compétences ou finalement avec ce qu'elles souhaitent vraiment faire. Et bien sûr, après, on a tout l'aspect bilan de compétences ou encore accompagnement de coaching individuel. Voilà ce qu'il en est ressorti en gros. Merci.
Merci beaucoup, Laurie. Alors, pour ne pas trop déborder sur l'horaire de fin qui avait été prévu, je vous propose sans plus attendre de laisser la parole aux 3 directeurs des PFRH, en commençant par Monsieur Nicolas Ramy pour clôturer cette conférence. Oui, merci. Donc, comme j'ouvre cette conclusion, je vais me permettre de remercier tous les intervenants et tous les participants pour la qualité des échanges que on a pu avoir. C'était vraiment un webinaire très riche et on a hâte de voir le livret de restitution. Alors, bon, me concernant peut-être, si je devais identifier un mot de tous nos échanges, ce serait le mot motivation. Alors, motivation pour les jeunes dont on a pu entendre le témoignage, avec attention particulière concernant cette jeune génération, mais je suis quasiment sûr que ça concerne toutes les générations, c'est cette attention à porter à la motivation personnelle de chaque futur agent public, au-delà de la motivation professionnelle qu'on connaît davantage. Mais on a vu des jeunes motivés et je pense que ça nous donne quand même des perspectives un peu positives. Et sur la motivation toujours, on a eu également un excellent témoignage d'un employeur motivé, de l'agglo de Lisieux, très intéressant. Et donc on sent bien que cette motivation des futurs candidats, il faut qu'on la double d'une motivation des employeurs, parce qu'il me semble que un employeur motivé doit certainement donner davantage envie de travailler avec lui qu'un employeur qui l'est moins. Donc, on reboucle avec toute la discussion qu'on a pu avoir autour de l'évolution du rôle des managers. Je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait faire un autre webinaire sur le sujet. Mais voilà, pour moi, en tout cas, motivation est le maître mot. Et moi, personnellement, je ressors motivé de ce webinaire. Donc, en tout cas, merci à tous pour la qualité des échanges. Donc, je passe la parole à Séverine, me semble-t-il, qui pourra finir la phrase où elle a été coupée tout à l'heure. Alors moi, je ne vais pas finir, je rejoins complètement mes collègues sur la qualité et merci à tous pour tout ce qui a été dit. Moi, le mot que je retiendrai, c'est celui-là. C'est le manager jardinier. Alors avec un petit copyright, hein, évidemment, hein, parce que voilà, il faut rendre à Colin ce qui appartient à Colin, enfin à la Norking Team. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, la dimension managériale et la transformation managériale, on sait que c'est le cœur en fait de nos actions depuis pas mal d'années, dans un contexte de plus en plus complexe, incertain, avec des nouvelles exigences collaborateurs et un défaut d'attractivité, et puis des départs massifs en retraite, on le sait. Donc, ça veut dire qu'en fait, on essaye d'accompagner nos managers vers le management de la confiance, de la reconnaissance, de l'agilité et de l'écoute. On en a parlé tout à l'heure. Et ce qu'on comprend de nos échanges aujourd'hui, c'est que finalement, cette posture, elle a besoin d'être renforcée absolument pour cette tranche d'âge 18-24 ans, pour ces jeunes qui ont envie, mais qu'on doit continuer à convaincre. Et que finalement, les enjeux, ils sont autour de la formation, de la sensibilisation, de l'accompagnement, de l'outillage, du partage d'expériences entre pairs et de la capacité à fédérer autour d'une marque employeur. Donc voilà, je suis comme Nicolas, je suis reboostée et ça me donne envie de continuer dans le cadre des travaux qu'on va mener sur la feuille de route sur ces sujets-là. Merci à tous. Merci Séverine. Je vais laisser Antoine Bunot finaliser peut-être cette conclusion. Oui, tout à fait, merci. Donc, je suis Antoine Bunot, le directeur de la PFRH de Normandie. Donc, bonjour la Bretagne, bonjour Pays de la Loire et bonjour la Normandie. Effectivement, me revient le mot de conclusion après mes collègues. Donc, je suis très heureux d'avoir participé à ce webinaire très riche, comme on l'a vu. Moi, ce que je voudrais conclure, effectivement, c'est sur un mot, peut-être, c'est aller vers les jeunes. Je crois que, quelque part, cette prise de conscience, nous l'avons, nous, les services RH, nous l'avons, mais quelque part, ce moment, cette initiative d'aller vers les jeunes, il faut qu'elle ruisselle dans les services. C'est-à-dire qu'à la fois les chefs, les cadres et les agents doivent se saisir de cet objectif, de ce défi, de ce challenge d'attractivité. Donc, ça passe par le fait que les services RH doivent initier, doivent porter ce défi d'attractivité des services, des métiers, et donc, à la fois en responsabilisant, je pense, tous les agents des services, c'est-à-dire que les agents sont moteurs pour aller chercher les jeunes, pour parler aux jeunes, dans leur entourage personnel, dans leur vie privée, mais aussi dans leur vie
pro, c'est-à-dire que aller toucher le jeune directement, aller lui parler. Et je pense que les futurs retraités qui dans les prochaines années vont nous quitter, je pense peuvent être des ambassadeurs, les meilleurs ambassadeurs pour aller chercher les jeunes, pour leur parler et surtout qu'ils s'ouvrent et qu'ils ouvrent leur métier, qu'ils mettent en valeur leur expérience, leur savoir-faire pour aller les chercher. Et je pense que on réussira tous ensemble collectivement, pas seulement les services RH, mais tous les services, que cette prise de conscience, ça soit vraiment des cadres, des managers, mais aussi de chaque agent qui, quelque part, au-delà de leur mission, de leur fonction, doivent prendre en compte ce challenge, ce défi immense qui nous attend. Et naturellement, on compte sur les services RH qui sont présents et qui ont participé, et on vous remercie à ce webinaire pour initier cette démarche, mais on ne la réussira pas seul. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à l'issue de ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Bunot, pour ce mot de la fin. On vous remercie vraiment à tous d'avoir pris part à cette conférence, d'avoir pris part aux échanges, et puis on revient très rapidement vers vous avec le livret de restitution et l'ensemble des éléments qui ont été partagés à la fois par les intervenants et par vous pendant les sous-groupes. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.